toi, moi c'est Jean Kitenge et bienvenue sur Enjeu Belgique, le podcast qui parle politique en faisant du gaming. Aujourd'hui, je reçois Laurine. Hello tout le monde. Salut, merci d'avoir répondu présent. Tu es de Woluwe Saint-Lambert. Yes. Ok, et tu as étudié où ça encore? À l'ULB. À l'ULB. Et puis à l'UCL. Et c'était en sciences politiques, c'est ça? Ouais. Administration publique. Ok, d'accord. Bah, super, grand merci d'avoir répondu présent. On va jouer à Tekken. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de jouer. Jamais, non. Non? Ça va être une première alors du coup sur Tekken. Yes. Moi-même je suis nul à Tekken, je joue jamais. Vraiment jamais. Mais et du coup avec toi on va parler notamment des récents événements. Je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé en Tunisie, ouais, en Libye, en fait ouais, simplement ouais. la migration subsaharienne et en fait toutes les exactions qu'il y a pour le moment. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. N'hésite pas à choisir ton personnage en même temps. Tu vas voir la difficulté, ça va être de jouer, de parler en même temps et de structurer ce qu'on se dit. Mais bon, on a l'habitude. Ok, pas de problème. Ouais, donc par rapport à ce que tu as dit ce week-end, donc j'étais sur Twitter et tout, un peu Instagram et tout, et je suis tombée sur des vidéos, des reportages, c'est assez choquant quand même, des vidéos d'enfants, de femmes, de jeunes personnes en fait. Je pense que c'est la frontière Libye-Tunisie, quelque chose comme ça. Ouais, des gens sont abandonnés, des migrants subsahariens sont abandonnés dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans rien, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et ouais non, j'étais quand même choquée. Choquée, enfin, l'inaction, on se demande au final qui est responsable, pourquoi ces gens sont là, comme ça, quelle part de responsabilité a l'Union européenne, les pays d'où ils viennent et la Tunisie aussi. Et ouais non, quelque chose doit être fait. Voilà, je sais pas ce que... à titre perso, je crois que j'ai vu les mêmes vidéos que toi, sur Twitter notamment, mais aussi, tu sais, t'avais le reportage. On en a parlé un peu avant, oui, c'est ça, ouais. Et ce qui m'avait, forcément, c'est choquant. C'est des images qui sont assez inhumaines. Tu vas voir des gens abandonnés dans le désert, sans à boire ni à manger, des gens qui sont traités de manière, parce qu'il n'y avait pas que ça comme vidéo, on avait à un moment donné en Tunisie des gens qui étaient mis à terre et humiliés, etc. Enfin, vraiment, c'est des images. Par les gardes de côte, Et c'est complètement fou, tu vois, mais. Et tu le dis bien, tu dis que, alors évidemment, on ne sait pas qui est responsable, ou alors il y a plusieurs responsables dedans. Je pense que tu fais très bien de le dire, parce que pour moi, cette situation-là, et de manière générale, la question de la migration est une question qui doit être gérée. Là, jusqu'à présent, on fait que la poste posée. Pendant ce temps-là, on laisse des gens mourir, tout simplement. Des gens souffrir, tout simplement, parce que les uns et les autres ne prennent pas leurs responsabilités. En général, ce qu'on fait, pour le moment, on l'a fait avec la Turquie, on le fait avec le Maroc, on leur donne de l'argent pour les garder, garder les migrants. Et en fait, comme ça, nous, on ne se pose pas trop la question, parce que nous-mêmes, on a du mal à savoir quoi faire, parce qu'en fait, à l'échelle européenne, tu n'as pas de politique européenne de migration, tu vois, qui pourrait être plus efficace, plus juste. Il me semble qu'il y avait le pacte de Dublin, c'est censé régler tout ce qui est genre répartition des migrants, etc. Mais au final, on s'est retrouvé avec... finalement, c'est les pays de la Méditerranée qui reçoivent la plupart des migrants. C'est ça. Et Et tu vois, mais c'est vrai, parce que du coup, après, ça fait des pays comme l'Italie, dénoncent, ont l'impression que c'est complètement injuste, et en fait, il y a une défiance de ces mêmes pays pour, en fait, simplement la politique européenne de manière générale, en disant que ça va être eux les grands sacrifiés, disons, dans tout ça. Et donc, tu vois, le fait de ne pas avoir de politique européenne en tant que telle, ça fait qu'on compte sur le niveau national. Et en fait, tu as les uns et les autres, en fonction aussi des gouvernements en place, en fonction des tendances. Donc quand tu as une mouvance d'extrême droite comme en Italie, t'as vu là maintenant, Oui, avec Mélanie. Typiquement, là, forcément, eux, ils vont évidemment capitaliser dessus. Bien sûr. Et c'est ça qu'en fait, c'est pas efficace. Je pense qu'à l'échelle européenne, il y a plein de trucs qu'il faut régler, même la question de la fiscalité, je trouve. Si on veut avoir une Europe sociale et juste, il faut que la fiscalité soit à l'échelle européenne, tu vois. Mais c'est quelque chose de profondément... on peut changer de personnage, je pense. Mais profondément... c'est une prérogative de l'État en général, tu vois. C'est vrai, il y a une grosse résistance des États. Le fait d'abandonner la fiscalité à l'échelle européenne. C'est vrai. Parce que t'en as qui sont en mode là, écoute, moi mon avantage comparatif, style l'Irlande, c'est moi je veux baisser
enfin, je veux pas taxer les entreprises, les multinationales, tu vois. Comme ça, je les attire et ça fait de l'argent dans mon pays. Luxembourg aussi. Ouais, complètement. Et donc, du coup, en fait, avoir une taxe qui serait équivalente dans toute l'Europe, eux, ça leur enlève leur avantage comparatif. Et c'est dingue de se dire ça. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une concurrence entre les pays européens et ça crée une forme de prédation. En fait. Mais le truc, c'est que, en fait, allez, il y a plein de pays européens qui. Allez, c'est une compétence que les États veulent garder genre jalousement et pas totalement dévoluer à l'Europe, quoi. Et c'est pour ça, allez, il faut que les gens adhèrent au projet européen, il faut que les gens voilà, se disent ouais non, on veut faire partie de l'Union européenne, avoir une politique commune par exemple pour l'immigration et pour la fiscalité ou pour l'emploi ou quoi que ce soit. Mais voilà, je pense que peut-être de son côté la Commission, ce qu'elle peut faire, c'est de mieux communiquer par rapport à l'Europe pour que les gens, que même le citoyen lambda puisse aussi adhérer au projet. Mais je pense que c'est comme pour la politique en soi. La majorité des gens voient plus ou moins. Comment dire ça ? Il y a la défiance envers, par exemple, l'Europe est entretenue par des gouvernements nationaux. C'est en général, typiquement, quand l'Europe fait quelque chose de bien, les États vont dire c'est nous. C'est nous. Quand l'Europe fait quelque chose de mal, c'est l'Europe, tu vois. Et puis en fait, simplement. Je pense que plus qu'adhérer, évidemment il y a un ensemble d'enjeux de valeurs, c'est aussi une question de pragmatisme. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des puissances continentales. Tu vois, l'Inde, c'est très grand. Le Brésil, c'est très grand. Les États-Unis, la Chine, ce sont des nations, des États-nations, qui sont en plus dotés souvent d'une grosse démographie. À l'échelle européenne, on est 500 millions. On l'était avec les Britanniques. Tout seul, par exemple, la France est 66 millions. On ne peut pas faire compétition, tu vois. Aujourd'hui, il faut aussi voir en fonction de l'ère du temps. Il faut se rendre compte, je crois que c'était Blair qui le disait, donc l'ex-premier ministre britannique, qui disait que voilà, tu sais rien faire aujourd'hui en étant juste la Grande-Bretagne. Par contre, tu as des gouvernements et des candidats comme Boris Johnson qui ont surfé sur le stade Brexit, etc. En mentant finalement, en disant que en fait, tout ce qui allait mal, c'est à cause de l'Europe, et c'est parce que en vendant la nostalgie d'une puissance britannique ancienne, mais qui aujourd'hui ne pourrait pas faire face toute seule. Il n'arrive déjà pas. Et c'est ça un peu le problème. Et pour la question de la migration, c'est principalement aussi la désinformation. Alors évidemment, on ne peut pas accueillir tout le monde pour une simple question de balance entre opportunité et accueil, tu vois. Parce que c'est très justement dit, je ne sais plus qui le disait, mais est-ce que c'est de l'accueil quand tu fais venir des gens et que tu les fais dormir à la gare du Nord, tu vois, par terre sans les accueillir? Et en vrai, l'Europe a besoin de migration. Pour d'autres questions, typiquement au niveau les places d'enfants, économique, etc. En effet. Mais il faut pouvoir aussi les accueillir. Véritablement. Pas juste les laisser là s'empiler à la gare du Nord. C'est pas normal de faire ça. Mais il ne faut pas non plus entrer dans une logique complètement de défiance, entretenue par l'extrême droite qu'on a aussi chez nous. On ne veut pas immuniser. Non. Et il faut aussi, je pense, et tu l'as très bien dit au début, entre guillemets, rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de migration comme ça, il faut bien dire où se situe le problème. Moi je pense que dans un premier, il y a plusieurs coupables. Dans le cas qu'on a cité, donc tu as déjà les pays intermédiaires comme la Tunisie, il y a des traitements inhumains et je pense qu'à l'échelle européenne, on devrait très sincèrement entre guillemets déjà nous exprimer, parce que là tu vois plein de dirigeants politiques qui ne s'expriment absolument même pas sur le sujet. Ils le feront opportunement quand ils verront que c'est la tendance. Mais ils en parlent pas, on pourrait déjà conditionner les aides, etc. Il y a l'Europe, je veux dire même nous en Europe on donne beaucoup de leçons, mais en fait il y a l'île de Lesbos qui est pas loin. Donc là en Grèce tu as des petites îles où on empile les gens comme ça, et encore une fois, ou alors on laisse les gens mourir dans la Méditerranée. Et enfin pour moi, il y a le grand coupable dans l'histoire aussi, c'est les dirigeants des pays bien sûr. subsahariens. Je t'ai dit tout à l'heure et tout, il y a 2 jours ils étaient au sommet Russie-Afrique et pas un mot, rien du tout, même dans la presse, il n'y a rien. Or, pourquoi ces gens partent ? Parce que chez eux, il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de travail. C'est pas démocratique. Alors les gens fuient, les gens veulent quelque chose de mieux pour leur vie. Et, donc il y a aussi, et à côté de ça, par contre, il y a des gouvernements européens qui
continue de coopérer avec ces pays, continue allez, il y a une certaine complaisance envers certains dirigeants et moi ça me dérange, je suis mal à l'aise. C'est le côté malheureux des relations internationales, tu vois, où c'est pas les valeurs qui, malheureusement, c'est ça. Qui les dirigent, mais clairement, en fait, tu prends vraiment le problème. D'un côté, tu as les dirigeants qui vont à Sochi, qui vont à Saint-Pétersbourg, qui vont entre guillemets, parce que ça c'est un autre truc qui me dérange. Certains parce qu'ils sont anti-occidentaux vont être pro-russes, mais tu vois, en fait, à un moment donné, moi je suis congolais et on ne doit pas. C'est bizarre, tu vois, de choisir toujours une sorte de leader. Oui, c'est ça. On doit pouvoir être s'autodéterminer aussi, et ça c'est essentiel. C'est le discours qu'on doit avoir en tant que justement afro-descendant et très certainement en tant qu'Africain. Mais c'est aussi, en fait, comme tu le dis très bien, pourquoi les jeunes partent? Personne ne veut quitter son pays. Personne veut rêve d'Europe. Oh, l'Europe c'est magique, etc. Je pense qu'on a passé cette. Les gens n'ont pas le choix. C'est une question de survie. Et donc c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. En Afrique, il y a une population jeune. Bien sûr. Et il n'y a pas de balance entre la jeunesse et les opportunités. Et du coup, forcément, s'ils aspirent à quelque chose dans leur vie, etc., ils vont d'office fuir. Parfois, il y a des endroits où c'est des zones en guerre. Et si tu regardes bien, en fait, les gens ont rien à perdre, en fait. Parce qu'en fait, c'est entre eux. C'est soit rester ici et rien faire ou aller. Ils se disent qu'ils vont peut-être arriver en Europe où ils vont mourir et en fait, ils n'ont rien à perdre. Donc les gens, finalement, vont partir. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont conscience des risques. Non. Ils se disent, tant pis. Ouais. C'est pour ça que quand t'as, je sais plus si c'était en Italie, où t'en avais qui voulaient, limite, la menace, c'était abattre les bateaux, tu vois, qui allaient arriver. Ouais. Comme si ça allait vraiment arrêter. Oh! Ok, J'ai eu très peur, comme si ça allait arrêter les migrants qui allaient en Méditerranée. Non, même ça, tu peux abattre les bateaux, tu vas voir qu'il y aura quand même. Les gens vont trouver un autre moyen. Complètement. Et donc, ça oui, et puis, comme tu l'as dit aussi, je pense que en tant que pays européen, là j'ai fait un perfect. Alors là. Oui, j'y vais. Mais. On peut changer les personnages. Mais on devrait nous-mêmes aussi être plus fermes. Ça veut dire que si on dénonce véritablement cette façon de traiter les gens, simplement en Afrique du Nord, pour le moment, si on veut véritablement trouver une solution, en fait c'est simple. C'est simple. Je suis pas dans les yaka faucons, mais il faut être plus ferme avec les pays qui ne respectent pas les droits humains pour commencer. Et derrière aussi, on doit concrètement, il faut que les pays subsahariens se développent économiquement et développent des structures adéquates pour accueillir en fait leur jeunesse, parce que en 2050 il y aura 2 milliards. Ouais, c'est ça. Et apparemment les jeunes feront, ce sera au moins 2/3 de la population si je me trompe pas. Et c'est compliqué tout ça. Cette affaire là c'est compliqué. Parce que les opportunités sont là, les investissements ne manquent pas, mais je pense que ça c'est un peu on a un peu en Belgique on a ce problème, mais pas aussi poussé. C'est-à-dire qu'en Belgique, t'as beaucoup de dirigeants, je ne dirais jamais leur carte politique, etc. Mais ils ont tendance à mettre l'argent, les fonds publics, il fallait gérer d'un point de vue d'une manière électorale. C'est-à-dire on va faire une grande gare de monstres. Grande gare de monstres, je sais pas à quoi elle sert véritablement, mais elle est jolie, et donc du coup ça a poussé les gens à un moment donné qui s'intéressent pas nécessairement à la politique à se dire en fait il y a une jolie gare maintenant, donc on va continuer à voter pour eux, faut faire un vote d'habitude. Mais ça change rien au quotidien des gens. Voilà. Leur qualité de vie n'évolue pas nécessairement. Les gens ne demandent pas ça. Les trains sont pas nécessairement plus à l'heure. Et puis aujourd'hui il y a d'autres enjeux pour les jeunes belges, tu vois. Et en fait, moi je parlais de mon pays, en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, t'as ce truc là aussi où en fait t'as des dirigeants qui arrivent. Alors beaucoup sont et puis après t'as un jeu d'intérêt international entre certains pays qui tolèrent tant que ça favorise leur intérêt, ou leurs entreprises. Mais aussi derrière, t'as ces dirigeants qui sont là, qui font absolument rien pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. Et ce qu'ils font, c'est des projets un peu, ce que j'appelle les éléphants blancs, un peu des projets mais qui ne servent à rien. Rénove un stade, voilà, c'est ça leur bilan après 10 ans de pouvoir, sans élection. Ils ont fait un stade. Mais concrètement, le jeune Congolais ou le jeune Burkinabé ou le jeune... Burkina Faso là maintenant,
as vu l'actu, hein, donc là maintenant c'est... Et les gens s'étonnent qu'il y a des coups d'État, mais Après, ça devait arriver. Après, on ne doit jamais, je pense, et ça c'est là l'ambiguïté, on ne doit jamais dire ouais il faut coup d'État, etc. Je ne pense pas que ce soit en soi une solution, mais force est de constater que dans certains pays, la classe politique est tellement venimeuse, vampirise tellement finalement leur pays et leur peuple, que forcément t'as des graines de la révolution qui poussent et t'as des gens qui à un moment donné vont finir Bien sûr. et ouais. Non, ça devait arriver. Bon, moi, je suis pas pour les coups d'État, parce que non, on est là, les gens, allez, la démocratie, ça reste quand même c'est ce qu'il faut voilà, c'est le cas de démocratie. Voilà, c'est ça. Mais à partir d'un moment, c'est bon, quoi. Les gens sont fatigués et ouais, non, parce que ça me fait aussi bien rire ceux qui vont après dénoncer ouais coup d'État, ouais démocratie, mais qui en fait ferment les yeux complètement sur parfois des pouvoirs qui sont totalement oppressifs, totalement dictatoriales. Non, faut... Mais il y a beaucoup de pays en Europe, allez, la dictature va pas les déranger tant qu'ils ont leurs petits contrats commerciaux, leurs petits leurs multinationales sur place qui ça va et tout, ouais, c'est ça. C'est très facile. Ouais. Et d'ailleurs, on parlait d'emploi en Afrique centrale. Là, on parlait de... Tu t'acharnes. Ouais, ça c'est de la règle. Mais et en Europe aussi, je pense qu'on peut parler, en l'occurrence à Bruxelles, on peut parler un peu d'emploi, de jeunes et emploi. Je pense que l'école, est-ce que pour toi l'école forme assez bien les jeunes au monde de l'emploi? Donc moi je parlais perso, pas assez. On en a un petit peu parlé un peu avant. Allez, finalement, beaucoup de personnes sont diplômées, elles arrivent sur le marché de l'emploi et tout, avec de l'enthousiasme, elles cherchent. Et au final, elles se rendent compte, ouais, mais en fait, ce qu'on m'a appris à l'école, ça me sert pas trop là. Genre, j'ai besoin de peut-être de connaître cette langue, de connaître, allez, un logiciel, quelque chose, quoi. Et tu sais pas le faire, tu connais pas, et tu te demandes, oui, mais à quoi mes études m'ont servi? Et ouais. À Bruxelles, je trouve qu'il y a beaucoup ce problème, pardon. Et certes, des choses sont faites petit à petit. On voit que les choses changent. Parce que le ministre bruxellois de l'emploi, ouais, voilà, lui. Je trouve que voilà. En toute objectivité, il le fait. Il y a des choses j'ai vu qu'il y avait pas mal de réformes qui ont été mises en place. Ouais. Et je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Mais voilà. On attend les résultats, c'est ça que les gens veulent. Lui, justement, lui essaie de pallier un peu. Après, le truc, c'est que ça ne concerne pas dans la mesure où, là, on parle de l'enseignement sup et d'enseignement obligatoire, donc qui sont des compétences communautaires. Mais lui, il essaie de rattraper en pariant aussi sur le numérique et en donnant l'opportunité justement aux chercheurs d'emploi de se former au numérique, de se former aux langues, etc. Il axe vraiment là-dessus. Mais en effet, je pense qu'il y a un décalage entre le monde de l'emploi tel quel, le marché du travail et je veux même pas parler de la discrimination parce que Et ça, il y a ça des trucs qui commencent à être faits, etc. Évidemment, il faut toujours aller plus vite, mais fondamentalement, je pense que déjà ce qu'il faut que l'école il ne doit pas former qu'au travail, mais il doit pouvoir donner un enseignement qui permette véritablement de te préparer à l'emploi. Sinon, et donc, ça, il y a accès plus pratique. Bon, moi, là-dessus, je peux y aller des heures, tu vois. C'est pour ça que je parlais des stages rémunérés, typiquement. Parce que concrètement, bon, après, je ne veux peut-être pas retomber sur le sujet, mais ça, concrètement, je sais pas. Sur ça, je sais pas. Je sais pas. Il y a une partie de moi qui me dit ouais c'est bien, tout travail mérite salaire, faire un stage c'est un investissement, tu vas souvent c'est beaucoup d'heures par semaine, tu dois manger, tu dois te déplacer, tu dois vivre, mais d'un autre côté moi voilà. D'un autre côté, moi j'ai un petit peu peur que finalement en fait ça va réduire l'offre de l'offre. Mais il y a plein de pays où il y a des stages rémunérés.
Et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils ont moins de stages que chez nous. Peut-être parce que il y a des incitants on a donné des incitants aux entreprises, tu vois. Et on le fait. On le fait pour le professionnel, dans certains filières professionnelles. Il y a des incitants aussi à prendre des stagiaires ou des alternants. Non, ça c'est cool. Et ça, c'est un bon. Ça peut être un moyen. Mais à titre perso, je dirais que moi il le faut parce que tout simplement aujourd'hui c'est pas nécessairement. Alors il y a stage de stage. Tous les stages ne peuvent pas être rémunérés ensemble, tu vois, je pense pas. Mais il y a des stages en cursus, pas nécessairement rémunérés. Par contre il y en a d'autres en dehors, qui sont bien en sûr. général même parfois des faux stages, on n'apprend pas grand chose en fait dans les temps, mais qui eux pourraient être rémunérés. Ou alors en fait l'idée derrière pour moi, c'est qu'on ne fasse pas choisir un étudiant qui n'a pas nécessairement les moyens entre son job étudiant ou t'es en train de me battre là. C'est ça. Attends. Attends, ouais, là, t'es en train de massacrer là. Attends. On ne fasse pas choisir entre les études et entre son job étudiant et son stage. Tu vois. Parce qu'en fait, tout le monde on a tous besoin de stage. Et spécifiquement quand on dit qu'on doit préparer l'étudiant au marché de l'emploi, il faut le préparer à la pratique. Et donc il y a deux choses. Soit l'université le fait, on met plus de pratique, on met plus de workshop. Il y a la formation en alternance maintenant. Et voilà, soit on axe sur une autre voie en attendant, et ça va être les stages, ça va être l'alternance, ça va être finalement des accords aussi avec les entreprises, ça peut être possible, voire où le privé peut-être être en partenariat avec l'université et permettre en fait absorber un ensemble d'étudiants, les bons étudiants, en leur donnant un stage rémunéré, ou alors un stage qui va les mener vers un emploi, vers un contrat par la suite. Enfin, il y a plein de moyens. Tu vois, les stages rémunérés c'est un d'entre eux, mais il y en a plusieurs qui permettrait justement de mettre plus de pratique dans l'éducation supérieure. Et dans l'obligatoire, moi je pense qu'il y a un vrai problème d'orientation. C'est-à-dire que dans l'obligatoire, on parle très peu finalement, même dans le dernier cycle, tu vois, on prépare très peu à tout ce qu'il peut avoir comme multiplicité d'études en sup. Et au final, est-ce qu'on parle... Allez, moi je me souviens encore de mon époque, on parlait pas beaucoup des secteurs... où il y a ce manque en fait de main d'œuvre et c'est ça, en pénurie. Et voilà, par exemple l'informatique. L'informatique, on cherche beaucoup d'informaticiens et non. Il faut aussi pourquoi pas en fait, pourquoi pas avoir des cours où on t'introduit à des notions, d'économie, de droit, etc. Mais également d'informatique davantage, ou alors peut-être à la carte, j'en sais rien, mais où on t'introduit, alors évidemment plus de citoyenneté et tout, mais qui ont introduit surtout. Peut-être que ça ferait partie de l'objet du cours, du programme du cours, à des entreprises en pénurie où on te fait visiter ceci, tu vois. Et en secondaire, j'ai pas eu ça moi en secondaire et ça dommage. C'est dommage parce que peut-être que certains c'est leur vocation. Et moi je pense que c'est ça qui manque, c'est recréer la vocation chez nous. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir été présente. En plus, on finit sur tu m'as battu pour le dernier. Tu vois, donc je suis contente là. Mais après, attention, je suis gagné 8 fois sur les 19. Ouais. Non, honnêtement, bien joué. Et tout grand merci, Laurie. De rien. Et je te dis à très vite. Et vous aussi, je vous dis à très vite. Au revoir.